Ce jour-là, un père a donné à sa fille sa dernière bouchée pour qu'elle ne reste pas sur sa faim. Vous découvrirez comment la décision d'un inconnu a changé la vie d'un père célibataire et de sa fille. Restez avec nous jusqu'à la fin. Le soleil de l'après-midi était d'un or pâle et à queue, le genre qui offre de la lumière mais pas de chaleur, filtrant à travers les branches squelettiques des chênes du parc municipal. Liam était assis sur le bord d'un banc en bois usé, la peinture verte écaillée, froide contre l'arrière de ses jambes. Ses bottes de travail, couvertes d'un mélange familier de sueur et de boue séchée, étaient fermement plantées sur le trottoir fissuré. Un témoignage silencieux d'une longue matinée passée à lutter avec un cadre de porte déformé au 10e étage d'un immeuble dans lequel il ne pourrait jamais se permettre de vivre. À côté de lui, sa fille Maya balançait ses jambes d'avant en arrière, les talons de ses baskets roses éraflés, frappant le support du banc d'un rythme joyeux et régulier. Elle avait 7 ans, un tourbillon d'énergie vive et curieuse, enveloppé dans une veste en jean légèrement trop grande qu'il avait trouvée dans une friperie l'automne dernier. Ses cheveux, de la même couleur miel foncé que ceux de sa mère, étaient attachés en une queue de cheval désordonnée qui commençait déjà à s'échapper. « C'est déjà l'heure de déjeuner, papa ?» demanda-t-elle d'une voix pleine d'espoir qui tranchait avec le bruit sourd de la ville. Liam esquissa un sourire, un geste plus lourd que la boîte à outils qu'il venait de descendre 10 étages. « Presque, on reprend juste notre souffle », répondit-il en se penchant pour ramasser la vieille boîte à lunch en métal à ses pieds. Sa surface était cabossée et rayée par des années passées à être jetée à l'arrière de son camion. Le loquet grinça en signe de protestation lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur, le contenu était maigre, une sélection soigneusement choisie parmi le peu qui restait dans leur réfrigérateur. Il y avait une pomme, brillante et rouge, un petit sac de mini-carottes, un jus de fruits et 2 sandwichs. L'un était composé de grosses tranches de dinde et de fromage sur du pain complet, le genre que Maya adorait. L'autre n'était que 2 morceaux du même pain avec une fine couche de beurre de cacahuète, un repas dérisoire qu'il avait concocté pour lui-même. Il savait que Maya lui aurait proposé la moitié du sien sans hésiter. Sa générosité était aussi grande que son énergie, mais il ne pouvait pas la laisser faire. C'était son travail de s'assurer qu'elle ait assez à manger, même si cela signifiait qu'il n'aurait pas assez. Il lui tendit le bon sandwich, la pomme et le jus de fruits. Ses mouvements étaient lents et délibérés. « Tiens, ma petite, toutes les bonnes choses pour l'échauffement de la fille dont c'est l'anniversaire. » Son anniversaire était le lendemain, un fait qui lui pesait comme une pierre sur l'estomac. Il avait 43 $ à son nom, et la majeure partie de cette somme était déjà réservée à l'essence dont il avait besoin pour se rendre à un emploi potentiel de l'autre côté de la ville. « Qu'est-ce que tu manges ?» demanda-t-elle, déjà en train de déballer son sandwich avec la précision chirurgicale d'une enfant qui prend sa nourriture très au sérieux. Liam brandit sa triste création. « La spécialité de la maison », dit-il avec un clin d'œil, essayant d'insuffler à sa voix une légèreté qu'il ne ressentait pas. « La surprise du chef », gloussa Maya, un son qui valait plus que n'importe quel repas, et elle prit une grosse bouchée. De l'autre côté de la vaste étendue d'herbes brunissantes, cachée dans l'ombre fraîche d'un monument en granit poli, Catherine Thorne les observait. Elle était assise seule, une écharpe en cachemire enroulée autour du cou, son sac en cuir posé à côté d'elle comme un chien bien élevé. Son téléphone vibrait à cause des notifications, des appels manqués de son conseil d'administration, des emails de son équipe juridique, des alertes d'un marché boursier qui se pliait à sa volonté, mais elle les ignorait tous. Elle était venue au parc pour trouver un moment de silence, un bref répit dans le tumulte de sa vie, une vie construite sur les acquisitions, les fusions et la logique froide et dure des profits et des pertes. Elle ne s'attendait pas à trouver une histoire qui se déroulait sur un banc à 50 mètres de là. Elle regarda l'homme donner le meilleur sandwich à la petite fille. Elle vit la résignation silencieuse dans ses épaules, le sourire soigneusement construit qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux fatigués. C'était un petit moment insignifiant pour le monde, un détail qui serait englouti par le rythme effréné de la ville. Mais pour Catherine, c'était tout. C'était une monnaie d'amour qu'elle n'avait pas utilisée depuis des années. Elle vit que sa veste usée ne le protégeait pas tout à fait du froid, la façon dont il se frottait les mains calleuses pour se réchauffer pendant que sa fille mangeait. C'était un homme qui maintenait le monde ensemble avec une corde effilochée et une dignité tranquille. Et quelque chose en elle, quelque chose qu'elle croyait depuis longtemps transformée en pierre, commença à lui faire mal, avec une étrange et inconnue douleur de reconnaissance. Il pensait que personne ne le regardait, mais elle le regardait, et dans le monde silencieux et stérile où elle vivait,
un monde de tours de verre et d'applaudissements vides, cet acte discret d'amour désintéressé lui semblait plus réel et plus précieux que tout ce qu'elle possédait. La petite fille, Maya, finit son sandwich en fredonnant de satisfaction, s'essuyant soigneusement la bouche avec le dos de la main avant de plier le papier ciré en un petit carré bien net. Liam la regardait, son propre sandwich au beurre de cacahuète pathétique reposant intact sur ses genoux. La faim qui lui tordait les tripes était une compagne familière, une douleur sourde qu'il avait appris à ignorer. Mais la douleur dans sa poitrine était plus vive, plus insistante. La voir heureuse, la voir nourrie était une victoire. Mais c'était une victoire qui s'accompagnait toujours de l'amertume de sa propre insuffisance. Il ne pouvait pas lui offrir le monde. Bon sang, la plupart du temps, il pouvait à peine lui offrir un repas complet sans que cela ne lui coûte quelque chose d'essentiel. Il prit une lente inspiration, l'air froid lui piquant les poumons, et finit par prendre son sandwich. Il s'apprêtait à prendre une bouchée pour faire semblant de manger pour elle. Quand Maya leva les yeux vers lui, le front plissé, avec le regard sérieux et analytique qu'elle avait hérité de sa mère. « Tu n'aimes pas ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Liam se figea, le sandwich à mi-chemin de sa bouche. « Quoi ? Bien sûr que j'aime ça, mon chéri. C'est rustique. » Elle secoua la tête, sa queue de cheval se balançant d'un côté à l'autre. « Non, tes yeux semblent tristes quand tu le regardes. Tu peux avoir le reste de ma pomme. » Elle l'attendit, ses petites mains fermes, lui offrant la meilleure partie de son propre repas. Son cœur se serra. C'était un geste simple, mais il reflétait le sien, un reflet parfait et spontané de l'amour qu'il essayait désespérément de lui donner. « Ça va, Munchkin, dit-il d'une voix rauque. Mange-le. Tu as besoin d'énergie pour toutes les choses importantes qu'un enfant de 7 ans doit faire. » Il parvint à sourire, et cette fois, cela sembla un peu plus sincère. De là où elle se trouvait, Catherine vit la scène, et ce fut le deuxième acte de la pièce qui brisa le dernier rempart de son sang-froid soigneusement construit. Le sacrifice du père était une chose, c'était le devoir d'un parent, mais la réaction de l'enfant, cette empathie innée et non apprise, en était une autre. C'était un cercle vertueux d'amour pur et inconditionnel. Un système parfait fonctionnant sur un banc de parc usé au milieu d'un après-midi froid. Elle ressentit soudainement une forte envie de faire quelque chose, n'importe quoi. C'était un sentiment étrange. Ces solutions étaient généralement structurées, déléguées, exécutées avec une efficacité impitoyable. Elle résolvait les problèmes avec de l'argent, avec du pouvoir, avec de l'influence. Mais ce n'était pas un problème à résoudre. C'était quelque chose de sacré, quelque chose dont elle ressentait un besoin presque désespéré, non pas de gâcher, mais d'honorer. Elle baissa les yeux vers le panier de pique-nique intact que son assistant avait préparé pour elle, rempli de fromages artisanaux, de figues enrobées de prosciutto et d'une bouteille d'eau gazeuse qui coûtait plus cher que toute la boîte à lunch de Liam. L'absurdité de la situation, le fossé flagrant entre leurs deux mondes, la frappa avec la force d'un coup physique. Elle ne pouvait pas simplement s'approcher et leur offrir de la nourriture. Ce serait un acte de pitié, une intrusion maladroite qui briserait la dignité que l'homme essayait si clairement de protéger. Non, il fallait que ce soit autre chose, quelque chose de discret, quelque chose qui ressemble au destin, pas à la charité. Elle se leva, l'esprit, pour la première fois depuis longtemps, non pas occupée par des feuilles de calcul ou des contrats, mais par l'art délicat de la gentillesse anonyme. Elle se mit à marcher, non pas directement vers eux, mais en décrivant un large cercle autour de la pelouse, ses bottes coûteuses s'enfonçant légèrement dans la terre humide. Un plan fragile et incertain commençait à se former dans son esprit. Liam regarda Maya courir après un pigeon rebelle, son rire résonnant dans l'air vif. Pendant quelques instants précieux, le poids sur ses épaules s'allégea. Dans sa joie, il trouva sa propre évasion temporaire. Il finit par prendre une bouchée de son sandwich. Le pain sec collait à son palais, mais il décida que c'était mieux que rien. Il rangeait sa boîte à lunch, glissant soigneusement le papier ciré et le carton de jus vide dans une poche latérale pour les jeter plus tard, lorsqu'il remarqua la femme. Elle marchait le long du chemin qui bordait l'autre côté du terrain de jeu, d'un pas tranquille, la posture élégante même dans la lumière déclinante. Il l'avait remarqué plus tôt, une silhouette solitaire qui semblait étrangement déplacée dans cet espace public délabré. Elle était maintenant plus proche, son chemin la menant involontairement près de leur banc. Elle était au téléphone, parlant d'une voix basse et professionnelle, son attention semblant concentrée sur la conversation. En passant devant une grande poubelle débordante, elle s'arrêta, gesticulant d'une main tout en parlant, d'un mouvement si fluide qu'il était presque imperceptible. Elle laissa glisser de son épaule le sac en cuir qu'elle portait. Il atterrit doucement sur l'herbe à côté de la poubelle, à moitié caché par un bouquet d'herbes folles.
Elle ne ralentit pas le pas, ne se retourna pas. Elle continua simplement à marcher, sans jamais hésiter, jusqu'à ce qu'elle tourne au coin et disparaisse de sa vue. Liam fixa l'endroit où se trouvait le sac. Il attendit. 1 minute passa, puis 2. Personne ne vint le récupérer. C'était un beau sac, en cuir souple et discret, qui criait la richesse sans avoir besoin de le crier. Il savait qu'il aurait probablement dû le laisser là, s'occuper de ses affaires. Mais il savait aussi ce que c'était que de perdre quelque chose qu'on n'avait pas les moyens de remplacer. « Reste ici, Maya », dit-il à voix basse. Il se dirigea vers la poubelle, ses bottes craquant sur les feuilles mortes. Il ramassa le sac. Il était plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. Il l'ouvrit juste assez pour chercher un portefeuille, un nom, une pièce d'identité. Au lieu de cela, ses yeux se posèrent sur le contenu du panier de pique-nique dont Catherine avait parlé plus tôt. Un thermos, encore chaud au toucher. Un récipient contenant ce qui semblait être une soupe gastronomique, 2 sandwichs épais emballés dans du papier sulfurisé, un sac de raisins verts croquants et 2 bouteilles de cette eau ridiculement chère. Dans une poche latérale se trouvait un mince portefeuille en cuir. Il l'ouvrit. Le permis de conduire comportait une photo de la femme, Catherine Thorne. L'adresse était celle d'un penthouse dans l'Upper East Side, l'immeuble même qu'il pouvait voir scintiller au loin. Et derrière le permis, il n'y avait pas d'argent liquide, juste un morceau de papier plié. Il le déplia. C'était un dessin d'enfant réalisé avec des crayons de couleur vif, représentant une femme stylisée, avec une couronne tenant la main d'un personnage plus petit. En bas, en lettres majuscules tremblantes, on pouvait lire « Pour maman, la reine de tout ». Le dessin était ancien. Le papier était ramolli et froissé au pli. Liam eut le souffle coupé. Ce n'était pas seulement un déjeuner oublié. Cela semblait intentionnel. Il regarda le sac, puis le chemin où elle avait disparu. Un sentiment étrange et troublant lui picotait la nuque. Ce n'était pas un accident. Le parc tranquille ne semblait plus tranquille. Il semblait chargé, comme s'il venait de tomber au milieu d'une histoire qu'il ne comprenait pas. Le cœur de Catherine battait à tout rompre. Elle se tenait derrière le tronc épais d'un vieil orme, juste hors de vue, regardant à travers les branches comme une espionne dans sa propre vie. Elle n'avait jamais rien fait d'aussi maladroit, d'aussi transparent, d'aussi humain. Toute sa carrière avait été construite sur des actions précises et calculées, sur l'anticipation de chaque résultat, sur le contrôle du récit. Laisser un sac de $1000 rempli de nourriture près d'une poubelle était l'antithèse de tout ce qu'elle était. C'était désordonné, c'était risqué, c'était un acte d'espoir pur et sincère, et cela la terrifiait. Elle regarda Liam ramasser le sac. Elle vit la prudence dans son attitude, la façon dont il scruta les environs avant de le toucher. Ce n'était pas un opportuniste, c'était un protecteur, même de la propriété d'un étranger. Elle retint son souffle lorsqu'il l'ouvrit, lorsqu'il trouva le portefeuille, lorsqu'il trouva le dessin, ce dessin. Elle ne l'avait pas regardé depuis des années, mais elle l'avait toujours gardé avec elle. Un talisman d'une vie qu'elle avait eue avant celle-ci, une vie avec sa propre fille, perdue non pas à cause d'une tragédie, mais à cause de la bataille amère et stérile pour la garde que l'argent de son ex-mari avait remportée. Il avait fait valoir qu'elle était une mère absente, une PDG qui aimait les salles de réunion plus que les histoires avant de se coucher, et le tribunal avait donné raison à son ex-mari. À présent, sa fille vivait à l'autre bout du pays, une étrangère élevée par une femme qui lui servait des collations bio et organisait ses rendez-vous de jeu avec la même efficacité que Catherine organisait ses fusions. Ce dessin était tout ce qui lui restait de l'époque où elle n'était que maman. Elle vit les épaules de Liam s'affaisser légèrement, tandis qu'il lisait le parchemin enfantin. Elle vit une lueur de compréhension, d'empathie, traverser son visage. Il ne voyait pas cela comme un simple bout de papier. Il voyait l'histoire qui se cachait derrière. Il savait à cet instant que c'était plus qu'un déjeuner perdu. Il leva les yeux, balaya le parc du regard, et pendant une seconde terrifiante, leurs yeux faillirent en se croiser. Elle se recula derrière l'arbre, la main pressée contre sa poitrine, le souffle court et saccadé. Qu'est-ce qu'elle faisait? C'était fou. Elle aurait dû s'éloigner, monter dans sa voiture avec chauffeur et retourner dans le monde silencieux et prévisible qui l'attendait. Mais elle ne pouvait pas. Elle était clouée sur place, fascinée par la dignité tranquille de cet homme qui avait donné un bon sandwich à sa fille et par la gentillesse inattendue de cet homme qui refermait maintenant soigneusement son sac. Son expression était un mélange de confusion, de pitié et d'un profond respect qui touchait l'âme. Il n'avait pas crié « Hé, vous avez oublié votre sac !» Il n'avait pas empoché le contenu. Il était simplement resté là, tenant un morceau de sa vie entre ses mains,
et avait attendu. Liam retourna vers le banc, le sac en cuir lui semblant étranger et lourd dans sa main. Maya leva les yeux de son jeu consistant à tracer des motifs sur le sol avec un bâton. « À qui est-ce ? Je pense que cette dame l'a laissé tomber, » répondit-il, l'esprit encore sous le choc. Le dessin, le nom, tout cela semblait trop orchestré pour être un accident, mais trop personnel pour être une farce. Cela ressemblait à un message, mais il ne savait pas ce qu'il voulait dire. Il posa le sac avec précaution sur le banc, à une distance respectueuse de sa propre boîte à lunch cabossée. Le contraste était saisissant, illustrant parfaitement le fossé qui séparait leur vie. Il aurait dû crier « Trouvez-la, rendez-le lui, c'est la bonne chose à faire ». Mais la soupe était encore chaude, les sandwichs étaient garnis d'ingrédients qu'il n'avait pas les moyens de s'offrir. Depuis des mois, son estomac gargouillait en signe de protestation contre sa propre intégrité. Et puis, il y avait le dessin. Une femme qui transportait le dessin d'un enfant dans un portefeuille sans argent était une femme qui transportait une histoire. Et Liam savait mieux que quiconque que certaines histoires étaient trop fragiles pour être interrompues par un inconnu qui criait à travers un parc. Il s'assit, le froid du banc s'infiltrant à travers son jean. Il pouvait sentir la chaleur qui se dégageait du thermos, une invitation silencieuse. Maya, inconsciente du drame adulte qui se déroulait, se rapprocha et regarda le sac. « Y a-t-il de la nourriture dedans ?» murmura-t-elle comme si le sac pouvait l'entendre. « Oui », répondit Liam à voix basse. « Mais ce n'est pas à nous, mais elle l'a perdu », raisonna Maya avec la logique simple et irréfutable d'une enfant de 7 ans. « Et nous l'avons trouvée, qui trouve garde ?» répondit Liam avec un faible sourire. « Ça ne marche pas comme ça, ma puce, pas avec les choses qui comptent. » Il regarda à nouveau autour de lui dans le parc. Il se vidait à mesure que l'après-midi touchait à sa fin, les ombres s'allongeant et virant au violet. Il n'y avait aucun signe de la femme. Elle avait disparu aussi complètement que si elle avait été un fantôme. Il savait qu'il avait le choix. Il pouvait laisser le sac, faire comme s'il ne l'avait jamais vu. Il pouvait l'apporter au bureau du gardien du parc, un trou noir bureaucratique d'où il ne ressortirait probablement jamais. Où il pouvait attendre. Il pouvait rester assis sur ce banc froid, affamé, le ventre noué, et garder le déjeuner coûteux, solitaire et délibérément laissé là par cet inconnu. Il repensa une fois de plus au dessin. Pour maman, la reine de tout. Il regarda Maya, le visage rayonnant d'une curiosité innocente, et il sut ce qu'il devait faire. Il ferma complètement le sac, le plaça entre eux et se pencha en arrière. Il allait attendre, car quoi que ce soit, cela n'avait rien à voir avec la nourriture. Il s'agissait de toute autre chose, et il ressentait un besoin étrange et irrésistible d'aller jusqu'au bout. 1 heure s'écoula lentement, chaque minute semblant plus longue que la précédente. Le soleil avait disparu derrière la silhouette dentelée de la ville, et les lumières du parc s'étaient allumées, projetant une lueur jaune blafarde sur les allées désertes. Maya s'était endormie, sa tête reposait sur les genoux de Liam, son petit corps chaud et lourd contre lui. Le corps de Liam était raide de froid, son estomac était vide et douloureux. Il avait repassé la scène 100 fois dans son esprit, cherchant une explication rationnelle, mais aucune ne lui venait. La femme, Catherine Thorne, avait laissé le sac exprès. Il en était sûr maintenant. C'était un acte délibéré, une offrande calculée déguisée en accident. Mais pourquoi était-ce de la pitié ? Une tentative mal avisée de charité de la part d'une femme qui avait tellement qu'elle pouvait se permettre de littéralement jeter son argent par les fenêtres. Cette pensée lui serra la mâchoire. Il n'avait jamais accepté d'aide de sa vie, et il n'allait pas commencer maintenant. Il avait construit sa vie, et celle de Maya, sur la base d'un travail acharné et d'une fierté tranquille. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ce qu'ils avaient, ils l'avaient gagné. Pourtant, le dessin compliquait les choses. Ce n'était pas un acte de pitié. C'était un acte de vulnérabilité. C'était un secret partagé, une reconnaissance silencieuse du langage universel de la parentalité et de la perte. Cette femme n'était pas seulement une femme riche, c'était une mère. Une mère qui, pour une raison quelconque, était aussi seule que lui. Alors qu'il s'apprêtait à renoncer, à prendre sa fille endormie dans ses bras et à emporter le sac au commissariat le plus proche, il la vit. Elle émergea de l'ombre près de l'orme, d'abord hésitante, puis plus déterminée à mesure qu'elle s'approchait d'eux. Elle avait troqué sa tenue professionnelle contre un simple jean et un pull en laine épais. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon simple et sans fioriture. Elle ressemblait moins à une PDG qu'à une personne. Elle s'arrêta à quelques mètres du banc, les mains enfoncées dans ses poches, le visage indéchiffrable dans la pénombre. « Je pensais que vous étiez parti », dit-elle d'une voix douce, teintée d'une pointe de surprise. Liam n'a pas bougé,
Il ne voulait pas déranger Maya. « Je n'allais pas laisser ça ici », dit-il en désignant le sac d'un signe de tête. « Je me suis dit que vous reviendriez le chercher. » Catherine regarda tour à tour le sac et son visage, le regard interrogateur. « Merci. Vous ne l'avez pas oublié, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sans détour, sans détour. Il était inutile de tourner autour du pot. Elle soutint son regard, et à son honneur, elle ne mentit pas. « Non », murmura-t-elle, « je ne l'ai pas oublié. » L'aveu resta suspendu entre eux, fragile et lourd. « Pourquoi ?» demanda Liam d'une voix basse, presque un grognement. « Nous ne sommes pas des cas sociaux. Je n'ai pas besoin de ta pitié. » « Ce n'était pas de la pitié, dit-elle, sa voix gagnant un peu en force. C'était de la reconnaissance. Je vous ai vu avec votre fille, et j'ai vu... je ne sais pas. J'ai vu quelque chose de réel, et cela fait très longtemps que je n'ai pas été en contact avec la réalité. Elle regarda Maya qui dormait, son expression s'adoucissant pour devenir douloureusement triste. J'ai une fille, moi aussi. Je ne peux pas la voir. Et voilà, la vérité. Pas toute la vérité, mais suffisamment. La colère de Liam, la carapace protectrice de sa fierté, commença à se fissurer. Il regarda cette femme, cet inconnu qui avait orchestré cette rencontre étrange et silencieuse, et il ne vit pas une milliardaire. Il vit une compagne de voyage, dans le paysage solitaire de la perte. Une personne qui comprenait le vide béant que pouvait laisser l'absence d'un enfant. Il finit par faire un geste vers l'autre bout du banc. La soupe est probablement froide maintenant. Catherine esquissa un petit sourire timide, et après un moment d'hésitation, elle s'assit. Le silence qui s'était installé entre eux n'était plus vide. Il était rempli de la compréhension tacite de deux personnes qui venaient de trouver une étrange et inattendue affinité sur un banc froid dans un parc, sous les faibles lumières de la ville. Ils ne mangèrent pas la soupe. Le moment était passé, remplacé par quelque chose de plus substantiel. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment. L'enfant endormi, un pont chaud et respirant entre eux. Liam rompit finalement le silence, la voix rauque. « Elle vit avec son père, dit-il, non pas comme une question, mais comme une déclaration de compréhension silencieuse. » Catherine acquiesça, le regard fixé sur les lumières scintillantes de la ville au loin. « Il a plus d'argent, plus de temps, selon le tribunal. Il a fait valoir que mon travail, mes déplacements, faisaient de moi un parent inapte, et il a gagné. » Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, juste une acceptation plate et épuisée. Je reçois un appel téléphonique le mardi et une visite le jour de son anniversaire. Tout est très planifié. Liam pensa à sa propre vie, le jonglage constant entre le travail et la garde des enfants, les repas préparés à la va-vite, les vêtements usés. Selon les normes du monde, c'était lui qui échouait. Mais il avait Maya. Il pouvait l'aborder le soir pour lui lire des histoires, voir son visage s'illuminer devant un simple sandwich. Il était plus riche que cette femme dans le seul domaine qui comptait vraiment. « Je suis désolé, » dit-il, et il le pensait vraiment. « Moi aussi, » murmura-t-elle. « Et la mère de Maya ?»« Un accident de voiture, » répondit Liam, les mots lui semblant encore lourds dans la bouche, même après 3 ans. Tout s'était passé très vite. Elle était là 1 minute, et l'instant d'après, il n'avait pas fini. Il n'avait pas eu besoin de finir. Catherine tendit la main, hésitant un instant avant de la poser doucement sur son bras. Son contact était léger, hésitant, mais il envoya une vague de chaleur à travers son corps froid et fatigué. « Tu es un bon père, Liam. » Il la regarda, surpris. « Comment tu connais mon nom ?» Elle lui fit un petit sourire penaud. « Ta boîte à lunch. Il y a un morceau de ruban adhésif dessus avec Liam M. écrit au marqueur. » Il baissa les yeux vers la boîte métallique cabossée, un héritage de son propre père. « Bien sûr. Et vous êtes Catherine Thorne, » dit-il en se souvenant du permis de conduire. La reine de tout. Les mots du dessin lui échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. Elle retint son souffle, et pendant 1 seconde, il crut qu'elle allait pleurer, mais elle ne le fit pas. Elle se contenta d'acquiescer, le regard triste et entendu. C'est comme ça qu'elle m'appelait. Ils se turent à nouveau, le bourdonnement de la ville résonnant comme une berceuse lointaine. Le froid s'insinuait plus profondément dans ses os, mais Liam ne voulait pas bouger. Il ne voulait pas que cet étrange moment de fragilité prenne fin. Il était assis sur un banc public avec une milliardaire qui avait intentionnellement laissé son sac de luxe pour qu'il le trouve. Une femme aussi brisée et solitaire que lui. Le monde ne lui avait jamais paru aussi étrange et aussi petit. Maya remua sur ses genoux, marmonnant dans son sommeil quelque chose à propos de pigeons et de beurre de cacahuète. Liam lui caressa doucement les cheveux, ses doigts calleux s'en mêlant dans ses mèches fines.
Nous devrions probablement y aller, dit-il d'une voix réticente. Il se fait tard. Catherine ne protesta pas. Elle se leva, serrant son pull autour d'elle. Je peux vous raccompagner ? proposa-t-elle d'une voix incertaine. Ma voiture est juste au coin de la rue. Liam hésita. Son camion était garé à 6 pâtés de maison, une longue marche dans le froid, avec un enfant endormi dans les bras. Mais accepter qu'elle le raccompagne lui semblait franchir une ligne, comme accepter une faveur qu'il ne pourrait jamais rendre. Cela ressemblait au début d'une dette. « Ça va », dit-il, sa fierté prenant automatiquement le dessus. « Nous aimons marcher. » Le visage de Catherine s'assombrit un instant, mais elle le masqua rapidement d'un signe de tête polie. « Bien sûr. Eh bien, merci d'avoir attendu. Merci de votre compréhension. »« Pas de problème, » dit-il, sentant que ses mots étaient insuffisants. Il prit Maya délicatement dans ses bras, son corps chaud et confiant appuyé contre sa poitrine. Il se leva, le sac en cuir toujours à la main. « Tenez », dit-il en le lui tendant. Elle le prit, ses doigts effleurant les siens. Le contact fut bref, électrique, et il retira sa main plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Ils restèrent là un instant, 2 étrangers liés par une soirée de vulnérabilité partagée, ne sachant pas comment se dire au revoir. « Je te reverrai ?» demanda-t-elle, si doucement qu'il faillit ne pas l'entendre à cause du bruit lointain d'une sirène. Liam baissa les yeux vers le visage endormi de sa fille, puis regarda à nouveau la femme dont les yeux reflétaient une galaxie de tristesse et d'espoir inexprimés. « C'est une grande ville », répondit-il, ce qui n'était pas vraiment une réponse. Puis il se détourna et s'éloigna, le rythme de ses pas régulier et assuré sur le trottoir froid, la laissant seule sous la lueur jaunâtre des feux de stationnement. Le trajet de retour jusqu'au camion lui sembla plus long qu'il n'aurait dû l'être. Chaque pas était un effort conscient, le poids de Maya dans ses bras lui apportant un réconfort familier, mais le poids des événements de la soirée était un fardeau lourd et perturbant. L'air était froid et vif, et la ville, qui lui semblait habituellement être une toile de fond dans sa vie, lui apparaissait désormais comme un acteur à part entière, avec ses tours scintillantes et son bourdonnement indifférent, lui rappelant constamment le monde auquel Catherine Thorne appartenait et celui auquel il n'appartenait pas. Il installa Maya délicatement dans son siège auto, son souffle embuant l'air froid, et resta un moment à la regarder dormir. Son visage, si paisible et serein, était son ancrage, son véritable repère. Tout ce qu'il faisait, tous les sacrifices qu'il consentait, c'était pour elle. C'était aussi simple et aussi compliqué que cela. Il finit par monter dans le siège conducteur, le moteur du camion grognant, en démarrant avec un bruit familier. Alors qu'il s'engageait dans la rue, il jeta un coup d'œil vers le parc, mais le banc était vide. Catherine était partie. Il se dit que c'était mieux ainsi. Elle était une anomalie éphémère, un chapitre bref et étrange dans une vie qui n'avait pas de place pour les complications. Il avait son monde, elle avait le sien, et les deux n'étaient pas destinés à se croiser. Mais alors qu'il traversait la ville endormie, son visage ne cessait d'apparaître dans son esprit. La tristesse dans ses yeux, la vulnérabilité dans sa voix lorsqu'elle parlait de sa fille, la sensation de sa main sur son bras, un bref moment fugace de connexion humaine qui avait réussi à briser les murs qu'il avait soigneusement érigés autour de son cœur. Il serra le volant plus fort, les jointures blanchies. Il était charpentier. Il réparait des choses. Il travaillait avec ses mains, avec des matériaux tangibles, avec des problèmes qui avaient des solutions claires et logiques. Il ne savait pas quoi faire avec une femme qui laissait des sacs de marque remplis de produits gastronomiques comme un appel à l'aide. Il ne savait pas quoi faire avec ce sentiment étrange et troublant qu'il venait de s'éloigner de quelque chose qui comptait. Quand il arriva chez eux, dans leur petit appartement au 2e étage, ce sentiment n'avait pas disparu. Il s'était installé au fond de sa poitrine, comme une douleur sourde et persistante. Il porta Maya à l'intérieur, la borda dans son lit et resta longtemps debout dans l'obscurité silencieuse de sa chambre, à écouter le rythme doux de sa respiration. Il était son protecteur. Il était tout pour elle. Et il ne voulait pas, ne pouvait pas risquer cela pour qui que ce soit, pas même pour une reine solitaire qui avait perdu son chemin. Il retourna dans le salon et s'affala sur le canapé usé, dont les ressorts grinçaient en signe de protestation. Il ferma les yeux, mais tout ce qu'il voyait, c'était un banc public oublié, une enfant endormie et les yeux tristes et interrogateurs d'une femme qu'il ne reverrait probablement jamais. Le lendemain matin, l'anniversaire de Maya commença sous un soleil résolument joyeux, dont les rayons traversaient les fenêtres poussiéreuses de leur petit appartement. Liam était déjà dans la cuisine, essayant de faire une pile de crêpes qui ressemblait davantage aux créations festives bancales qu'il voyait dans les dessins animés qu'aux tristes disques plats qu'elles étaient habituellement.
Il avait utilisé le dernier paquet de farine et le seul œuf qui restait. Il essayait. C'est ce qu'il se disait. Il essayait. Maya fit irruption dans la cuisine, les yeux brillants de la joie irrépressible d'une petite fille qui venait d'avoir 7 ans. « Des pancakes !» s'écria-t-elle en enroulant ses bras autour de ses jambes. « Joyeux anniversaire, ma petite puce !» dit-il en la soulevant et en la faisant tournoyer. Pendant un instant, en la regardant rire, il oublia les 43 $, le réfrigérateur vide, la rencontre dans le parc. Pendant un instant, tout allait bien. Après leur petit déjeuner déséquilibré, il lui donna son cadeau. C'était un petit oiseau en bois sculpté à la main, un petit oiseau bleu aux ailes déployées comme s'il était en plein vol. Il avait passé des semaines à le poncer et à le peindre en secret dans le garage après qu'elle se soit couchée, en utilisant des morceaux de bois provenant d'un chantier. Ce n'était pas la poupée qu'elle avait montrée du doigt dans les vitrines des magasins, mais c'était un cadeau de sa part. Il l'avait fabriqué de ses mains, avec tout son amour. Sa réaction a dépassé toutes ses espérances. Elle l'a tenu avec une révérence, habituellement réservée aux artefacts anciens et fragiles. « C'est magnifique, papa », a-t-elle murmuré, ses doigts caressant les plumes lisses et peintes. « On dirait qu'il vole. »« Oui », répondit-il d'une voix émue. « Elle peut voler où elle veut. » Plus tard dans la journée, ils se rendirent dans le petit atelier communautaire, où Liam trouvait parfois des petits boulots, un espace caverneux qui sentait toujours la sciure et le vernis. Il réparait le pied bancal d'une chaise ancienne. Il était concentré sur le rythme familier de son travail lorsque Maya, qui colorait tranquillement à un établi voisin, poussa un petit cri. « Papa, regarde !» Liam jeta un coup d'œil. Debout dans l'embrasure de la porte grande ouverte, se découpant dans la lumière vive de l'après-midi, se tenait Catherine. Elle tenait un seul cadeau emballé dans un papier coloré, un cube parfait noué par un ruban argenté scintillant. Elle semblait hésitante, incertaine, comme si elle avait fait tout ce chemin et qu'elle envisageait seulement maintenant la possibilité qu'elle n'aurait pas dû venir. Liam posa son papier de verre, le cœur battant soudainement à tout rompre dans sa poitrine. Il s'essuya les mains sur son jean, un geste nerveux et réflexe. Il ne s'attendait pas à la revoir. Il s'était convaincu que leur rencontre était un événement unique, un étrange rêve partagé. Mais elle était là, dans son monde, tenant un cadeau d'anniversaire pour sa fille. Catherine fit un pas hésitant dans l'atelier, ses yeux s'habituant à la lumière tamisée et poussiéreuse. « J'espère que ça va », dit-elle d'une voix à peine audible. « Je me suis souvenu que tu avais dit que c'était son anniversaire. » Elle ne le regardait pas. Elle regardait Maya, qui la fixait maintenant de ses grands yeux écarquillés. Liam ne savait pas quoi dire. Une partie de lui, la partie fière et protectrice, voulait lui dire qu'il n'avait pas besoin de ses cadeaux, qu'il se débrouillait très bien tout seul. Mais une autre partie, celle qui s'était assise avec elle sur ce banc froid, celle qui avait reconnu la profonde et douloureuse solitude dans ses yeux, ne pouvait la renvoyer. Avant qu'il n'ait pu parler, Ma glissa de son tabouret et marcha lentement vers Catherine. Elle s'arrêta à quelques mètres, son regard passant du visage de Catherine au cadeau, puis revenant sur son visage. « Êtes-vous la dame du pique-nique » demanda-t-elle, la voix empreinte d'un mélange de crainte et de suspicion. Catherine eut un petit rire surpris. « Je suppose que oui. » Liam observait la scène se dérouler, spectateur silencieux de sa propre vie. L'air de l'atelier était chargé de l'odeur du pain et de la tension tacite de deux mondes qui s'affrontaient. Il ne s'agissait plus d'un déjeuner oublié ou d'un moment de vulnérabilité partagée. C'était autre chose. C'était un choix. Et Liam n'avait aucune idée de ce qu'était le bon. Catherine s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Maya. Ce geste était naturel, sans contrainte, et il adoucit quelque peu l'attitude défensive de Liam. « J'ai entendu dire que c'était l'anniversaire d'une personne très importante aujourd'hui, » dit Catherine d'une voix douce. Elle tendit le cadeau. « C'est pour toi, si ton père est d'accord. » Tous les regards se tournèrent vers Liam. Maya le regardait, son expression mêlant parfaitement espoir et différence. Catherine le regardait, son regard exprimant une supplication silencieuse, une offre de trêve. Il se sentait pris au piège, tiraillé entre sa fierté et le visage plein d'espoir de sa fille. Il aurait dû refuser. C'était la chose sensée à faire. Accepter un cadeau d'une milliardaire, aussi bien intentionné soit-il, était une pente glissante qu'il n'était pas sûr de pouvoir négocier. Mais alors, il regarda l'oiseau sculpté à la main que Maya tenait dans son autre main, son cadeau, un cadeau fait avec amour et dévouement. Puis il regarda la boîte parfaitement emballée dans la main de Catherine, son cadeau. Un cadeau de quoi? De réconciliation, de connexion, d'une tentative désespérée de ressentir quelque chose de réel. Il comprit à ce moment-là qu'ils n'étaient pas en compétition. Ils n'étaient que deux personnes essayant maladroitement, chacune à leur manière,
de rendre cette journée spéciale pour sa fille. Il acquiesça lentement, à contre-cœur. « C'est bon », dit-il, ces mots sonnant à la fois comme une capitulation et une victoire. Le visage de Maya s'illumina d'un sourire radieux. Elle prit le cadeau de Catherine, la remercia d'une petite voix heureuse. Elle s'assit là, sur le sol poussiéreux, et commença à déballer soigneusement le papier. Liam s'adossa contre l'établi, les bras croisés sur la poitrine, tel un gardien silencieux observant la scène se dérouler. Le cadeau à l'intérieur était une magnifique boîte à musique artisanale, dont la surface en bois était incrustée d'un délicat motif floral. Lorsque Mia souleva le couvercle, une petite ballerine se mit à tourner au son d'une douce mélodie tintante qu'il ne reconnaissait pas. Maya était fascinée, les yeux écarquillés d'émerveillement. C'était un cadeau coûteux, un cadeau attentionné, un cadeau qui reflétait un monde qu'il ne pouvait lui offrir. Et pourtant, en voyant la joie pure et sincère de sa fille, il ne pouvait se résoudre à éprouver du ressentiment. « Cela vient d'une petite boutique du village », dit Catherine, comme si elle devinait ses pensées. « Je me suis souvenu qu'elle aimait la musique. » Liam se contenta d'acquiescer, la gorge serrée. Au bout de quelques minutes, Catherine se leva, époussetant la sciure de bois sur son jean. « Je devrais y aller, » dit-elle, ne voulant pas abuser de l'hospitalité de Liam. « Merci, » répondit Liam. Et cette fois, il ne parlait pas seulement du cadeau, mais aussi de sa visite. « Joyeux anniversaire, Maya !» dit Catherine, en adressant un doux sourire à la petite fille avant de se retourner pour partir. « Attends !» cria Maya en se levant précipitamment. Elle courut vers son petit coin coloriage et attrapa le dessin froissé de l'oiseau bleu sur lequel elle travaillait. Elle revint en courant et le tendit à Catherine. « C'est pour toi, pour que tu ne te sentes pas seule. » Catherine eut le souffle coupé. Elle prit le dessin d'une main légèrement tremblante. Elle regarda le crayon de couleur brouillée, les ailes asymétriques, l'offrande sincère et chaleureuse d'une enfant qui avait tout et rien à donner. Une seule larme s'échappa et traça un chemin silencieux sur sa joue. Elle l'essuya rapidement, mais Liam la vit. Il vit la fissure dans la façade, parfaitement composée. « Merci », murmura Catherine, la voix étranglée par l'émotion. Elle plia soigneusement le dessin et le glissa dans sa poche comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. Et alors qu'elle sortait de l'atelier pour retourner dans la lumière vive et indifférente du soleil, Liam sut avec une certitude qui le réjouissait et le terrifiait à la fois que ce n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose auquel il n'était pas préparé. La semaine suivante fut marquée par une intrusion silencieuse, une série d'accidents et de coïncidences soigneusement orchestrées que Liam était trop intelligent pour croire et trop intrigué pour refuser. Catherine semblait avoir soudainement et inexplicablement développé un intérêt pour la menuiserie sur mesure. Tout commença par un coup de téléphone. Une de ses amies avait besoin d'une bibliothèque sur mesure pour son bureau à domicile. La rémunération était étonnamment généreuse, le délai flexible. Liam, qui n'avait pas eu de commande importante depuis des mois, ne pouvait pas se permettre de refuser. Lorsqu'il arriva à l'adresse indiquée, un appartement élégant et minimaliste avec vue sur le fleuve, il trouva Catherine qui lui offrit une tasse de café et lui expliqua que son amie avait dû s'absenter pour une urgence. Elle est restée pendant qu'il prenait les mesures, sa présence apportant une énergie calme et attentive dans la grande pièce vide. Elle lui a posé des questions sur le bois, la menuiserie, le processus. Ces questions étaient intelligentes et sincèrement curieuses. Elle ne le traitait pas comme un ouvrier, elle le traitait comme un artiste. Il s'est surpris à parler plus que d'habitude, expliquant les nuances du grain et de la teinture, la satisfaction d'un assemblage à queue d'aronde parfait. Elle l'écoutait, toute son attention tournée vers lui, et il ressentit une fierté oubliée pour son métier, une fierté qui avait été émoussée par des années de réparation de bricolage et de clients soucieux de leur budget. Quelques jours plus tard, elle se présenta à nouveau à l'atelier, cette fois avec 2 tasses de café et une boîte de beignets. « Je passais dans le quartier », dit-elle, une phrase qui devenait rapidement son excuse favorite. Maya, qui était désormais habituée aux apparitions de la dame du pique-nique, l'accueillit avec une étreinte et s'empara immédiatement du plus gros beignet. Catherine s'attarda, le regardant travailler, sa présence moins une interruption qu'un bourdonnement discret en arrière-plan. Elle ne remplissait pas le silence de bavardages inutiles. Elle semblait comprendre que son travail exigeait de la concentration, que l'atelier était son sanctuaire. Au lieu de cela, elle s'assit avec Maya, l'aidant à dessiner ou lui lisant un livre qu'elle avait apporté. Liam jetait un coup d'œil depuis son établi, le grattement rythmique de son rabot étant le seul bruit, et voyait les 2 filles, la tête penchée l'une vers l'autre dans un silence concentré.
Il voyait le visage de Catherine s'adoucir lorsqu'elle était avec Maya, la façon dont les rides autour de ses yeux disparaissaient, remplacées par une chaleur sincère. Il lui construisait une bibliothèque, mais elle, avec sa patience et sa subtilité, démantelait ses barrières. Il restait méfiant, conscient du fossé invisible qui séparait leur vie. Il savait qu'elle cachait quelque chose, que l'histoire de sa fille était plus compliquée qu'elle ne le laissait entendre. Il savait qu'une femme comme elle ne se trouvait pas par hasard dans son quartier, mais il commençait aussi à réaliser qu'il ne voulait pas qu'elle parte. Sa présence était devenue une petite lueur d'espoir dans son monde gris et prévisible. Elle apportait avec elle un sentiment de possibilité, un aperçu d'une vie au-delà du quotidien difficile de la survie. Et il commençait à en avoir envie, un sentiment dangereux et addictif pour un homme qui s'était appris à ne rien désirer. Un samedi pluvieux, l'atelier était froid et humide, le bruit de l'eau tambourinant sur le toit en tôle, un rythme constant et lugubre. Liam se débattait avec un morceau de chêne recyclé particulièrement récalcitrant, sa frustration grandissant à chaque tentative infructueuse pour lisser sa surface déformée. Maya était inhabituellement silencieuse, assise recroquevillée dans une couverture dans le petit bureau, regardant un film sur l'écran fissuré de son téléphone. Le courant avait clignoté 2 fois et le vieux radiateur de l'atelier avait finalement rendu l'âme 1 heure plus tôt. La journée semblait morne, reflétant parfaitement son propre moral en berne. Alors qu'il était sur le point d'abandonner et de rentrer chez lui, Catherine apparut dans l'embrasure de la porte, un parapluie dégoulinant sur le sol en béton. Elle tenait un grand sac isotherme. « J'ai apporté le déjeuner », annonça-t-elle, comme s'il était tout à fait normal pour une milliardaire de livrer des plats à emporter dans un atelier délabré sous la pluie. Avant qu'il n'ait pu protester, elle était déjà en train d'installer un petit pique-nique improvisé sur un établi dégagé. Elle sortit un thermos de soupe de tomates chaudes, des sandwichs au fromage fondus emballés dans du papier aluminium et un récipient rempli de biscuits fraîchement cuits. L'odeur emplit l'air froid et humide, un arôme chaud et réconfortant qui contrastait fortement avec la morosité de la journée. « Tu n'avais pas besoin de faire ça », dit Liam d'une voix bourrue, mais sa protestation était peu convaincante. « Je sais », répondit-elle en lui tendant une tasse de soupe fumante. « Mais j'en avais envie. » Ils mangèrent dans un silence confortable, le bruit de la pluie accompagnant doucement le tintement discret de leurs cuillères. Maya, attirée par l'odeur du fromage grillé, les rejoignit, oubliant sa mauvaise humeur du début. Catherine ne lui posa pas de questions sur ses difficultés, ne fit aucun commentaire sur le froid ou le toit qui fuyait. Elle partagea simplement un repas avec eux, un simple geste de communion qui semblait plus intime que n'importe quelle conversation. Une fois qu'ils eurent terminé, alors que Catherine rangeait, elle s'arrêta, le regard posé sur le morceau de chêne déformé. « Quelle est son histoire ?» demanda-t-elle. « C'est un morceau difficile » admit Liam, laissant échapper un soupir de frustration. « C'est un beau bois, mais il est tordu. Je ne suis pas sûre qu'il soit récupérable. » Catherine s'approcha et passa la main sur la surface rugueuse et inégale. « Peut-être faut-il juste une approche différente, » dit-elle doucement. « Parfois, les choses les plus déformées sont celles qui finissent par être les plus belles une fois que l'on a compris comment les travailler. Il faut juste être patient. » Elle parlait du bois, mais Liam savait qu'elle parlait aussi de lui. Elle voyait ses défauts, ses difficultés, sa fierté obstinée, et elle ne s'enfuyait pas. Elle offrait une perspective différente, elle offrait de la patience. Il la regarda vraiment, et vit au-delà de l'argent, au-delà du mystère, au-delà des murs qu'elle avait soigneusement érigés. Il vit une femme qui comprenait la beauté de l'imperfection, une femme qui savait ce que c'était que d'être brisée et d'avoir encore de la valeur. Et dans la lumière froide et tamisée de l'atelier pluvieux, entouré de l'odeur de la sûre et de la soupe à la tomate, Liam sentit un mur s'effondrer en lui. Un mur dont il n'avait même pas conscience et qui commençait à s'effriter. La bibliothèque était terminée. Elle se trouvait dans un coin de l'atelier de Liam, témoignage d'une semaine de travail intense et concentré. C'était une belle pièce, fabriquée à partir de noyer foncé, aux lignes épurées et modernes, aux joints invisibles. Liam passa sa main sur la surface lisse et polie, un profond sentiment de satisfaction envahissant sa poitrine. C'était le meilleur travail qu'il avait réalisé depuis des années, et il savait avec une certitude à la fois gratifiante et troublante que c'était grâce à elle. La présence discrète de Catherine avait été un catalyseur, un défi silencieux qui l'avait poussé à se surpasser, à créer quelque chose qui soit à la hauteur de l'espace qu'il allait occuper. Il l'appela pour lui faire savoir qu'il était prêt à être livré. Il s'attendait à ce qu'elle envoie une équipe de déménageurs pour s'occuper de la transaction avec l'efficacité froide et impersonnelle dont elle faisait preuve, il en était sûr,
dans le reste de sa vie. Au lieu de cela, elle répondit « Je serai là dans 1 heure, je veux le voir ». À son arrivée, elle ne se contenta pas de le regarder. Elle en fit le tour, ses doigts suivant les lignes, ses yeux s'imprégnant de chaque détail. Elle remarqua la courbe subtile des étagères, la façon dont le grain du bois semblait couler d'une pièce à l'autre. « C'est plus beau que je ne l'imaginais », dit-elle, la voix remplie d'une admiration sincère. « Tu es un véritable artiste, Liam ». Ce compliment eut un poids surprenant, le réconfortant d'une manière qu'aucun salaire ne pourrait jamais égaler. « Ce n'est qu'une étagère », dit-il, détournant la conversation avec sa modestie bourrue habituelle. « Non », dit-elle en se tournant vers lui. « C'est une partie de toi. Elle est solide et honnête, et elle est faite pour durer. » L'intensité de son regard le mit mal à l'aise, et il changea rapidement de sujet. « Alors, où est ton ami ? J'aurais besoin d'aide pour le mettre dans le camion. » Le sourire de Catherine était un mélange de culpabilité et d'amusement. « À ce sujet, dit-elle en baissant légèrement la voix, il n'y a pas d'amis. » Liam la fixa du regard, les pièces du puzzle s'assemblant soudainement avec une clarté déconcertante. Les détails vagues, le délai flexible, la rémunération généreuse. Tout n'était qu'un mensonge. Un mensonge bienveillant peut-être, mais un mensonge quand même. « La bibliothèque est pour moi, admit-elle, les joues légèrement rougies. Je rénove un nouveau bureau et je voulais quelque chose d'authentique, quelque chose qui est une histoire. » Une colère vive et intense monta dans la poitrine de Liam. Il se sentait comme un idiot, un pion dans le jeu d'une femme riche. « Alors, tout ça n'était qu'un piège ?» demanda-t-il d'une voix basse et menaçante. « Un moyen de me donner un travail sans que cela ressemble à de la charité ? » « Non, » répondit-elle en s'approchant. « Ce n'était pas ça. J'avais besoin d'une bibliothèque. Je voulais que tu la construises. Je ne savais pas comment te le demander. J'avais peur que tu refuses si tu savais que c'était pour moi. »« Pourquoi ?» demanda-t-il. « Parce que tu pensais que je ne supporterais pas le fait que tu sois riche, ou parce que tu ne voulais pas que tes amis milliardaires sachent que tu avais engagé un charpentier inconnu, issu d'un quartier défavorisé. » Les mots étaient durs, et il le savait, mais il ne pouvait pas les retenir. Le fossé entre leurs deux mondes, celui qu'il avait tant essayé d'ignorer, venait de s'ouvrir à ses pieds, et il avait l'impression de tomber. « Ça n'a rien à voir avec ça, » dit-elle d'une voix suppliante. « Ça a à voir avec moi. Je ne suis pas doué pour ça, Liam. Je ne suis pas doué pour laisser les gens entrer dans ma vie. Je ne sais pas comment être normal. J'ai vu un moyen d'être près de toi, d'être près de Maya, et je l'ai saisi. C'était égoïste et maladroit, mais ce n'était pas de la pitié. » Elle semblait si vulnérable à ce moment-là, si dépouillée de son sang-froid habituel, que la colère de Liam commença à s'estomper, remplacée par un mélange confus de frustration et de profonde sympathie malgré lui. Il regarda la bibliothèque, cette chose solide et honnête qu'il avait construite. Et il regarda la femme qui la lui avait commandée sous de faux prétextes. Une femme aussi imparfaite et compliquée que le morceau de chêne déformé qu'elle l'avait encouragé à sauver. Il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi ressentir, il savait simplement que c'était le moment de vérité, le moment où il devait décider s'il allait quitter cette femme belle, exaspérante et impossible, ou faire un acte de foi et croire que ses intentions, même si elles étaient mal avisées, étaient sincères. Le silence dans l'atelier était lourd, chargé d'accusations tacites et de défenses fragiles. Liam se détourna de Catherine, se passa la main sur le visage, essayant d'assimiler cette révélation. Il ressentait la colère d'un imbécile, la brûlante douleur d'avoir été manipulé, même si cette manipulation avait été douce. Il s'était permis de croire en une simple connexion, une amitié naissante, et maintenant tout cela semblait entaché par le secret qu'elle avait gardé. Il avait été un projet, une tâche soigneusement gérée dans sa vie, par ailleurs bien ordonnée. Il arpentait l'atelier, le seul bruit étant celui de ses bottes qui raclaient le béton. Il avait besoin de mettre de la distance entre eux pour réfléchir. « Tu aurais dû être honnête », dit-il finalement, toujours dos à elle. « L'honnêteté est quelque chose que je n'ai plus l'habitude de pratiquer, » répondit Catherine d'une voix calme, teintée d'une honte qui semblait sincère. « Dans mon monde, l'honnêteté est un handicap. C'est une faiblesse que tes concurrents peuvent exploiter. On apprend à ériger des murs, à contrôler le discours, à ne jamais laisser personne voir ce qu'on pense vraiment. C'est une habitude difficile à perdre. Je ne suis pas l'un de tes concurrents, Catherine, » dit-il en se tournant vers elle, les yeux brillants. « Je suis menuisier. Je répare des choses, je ne joue pas à des jeux. » Ce n'était pas un jeu, insista-t-elle, sa propre frustration commençant à se manifester. C'était ma seule façon d'essayer de faire partie de ta vie, une vie qui me semblait plus réelle que la mienne. Était-ce la bonne façon ? Non. Mais c'était la seule façon que je pouvais imaginer qui ne t'effraierait pas. Alors tu as menti à la place, dit-il,
ces mots constituant une condamnation simple et sévère. « Je n'ai pas menti », rétorqua-t-elle en élevant la voix. « J'ai omis. Il y a une différence. »« Pas pour moi », rétorqua-t-il. « Pour moi, c'est la même chose. C'est un manque de confiance. Et je n'ai pas de temps à consacrer aux personnes en qui je ne peux pas avoir confiance. » Maya, qui écoutait depuis l'embrasure de la porte du bureau, les yeux écarquillés, choisit ce moment pour intervenir. « Vous vous disputez ?» demanda-t-elle, sa petite voix tranchant la tension comme un couteau. Les deux adultes se figèrent, leur colère se dissipant face à son inquiétude innocente. Liam baissa les épaules. Il s'approcha d'elle, la prit dans ses bras et la serra contre sa poitrine. « Non, ma chérie, » dit-il d'une voix douce. « On ne se dispute pas. On discutait, c'est tout. » Catherine les regardait, le cœur serré. C'était elle qui avait provoqué cette situation. Elle avait introduit sa propre forme de tromperie compliquée et désordonnée dans leur monde simple et honnête. Elle avait brisé la seule chose qu'elle avait désespérément voulu protéger, sa confiance. « Je suis désolée, Liam, » dit-elle d'une voix à peine audible. « J'ai tout gâché, je le sais. » Liam la regarda par-dessus la tête de Maya, le visage impénétrable. Il n'accepta pas ses excuses, mais il ne les rejeta pas non plus. Il resta là, debout, tenant sa fille dans ses bras, formant avec elle une forteresse silencieuse et inaccessible. « Je pense que tu devrais partir, » dit-il finalement d'une voix neutre, dénuée d'émotion. Ces mots lui firent l'effet d'un coup de poing dans le ventre, mais Catherine savait qu'elle les méritait. Elle acquiesça faiblement, vaincue, se retourna et sortit de l'atelier. Le silence qu'elle laissait derrière elle était assourdissant. En sortant à la lumière du soleil, elle sentit le froid familier de la solitude l'envelopper. Elle avait trouvé quelque chose de réel, et dans sa tentative maladroite et craintive de s'y accrocher, elle l'avait brisé en 1000 morceaux. Les jours qui suivirent marquèrent le retour au rythme calme et monotone de l'ancienne vie de Liam. Mais le silence était différent désormais. Il était plus lourd, plus vide. C'était un silence défini par une absence. Il se plongea dans son travail, acceptant toutes les tâches qu'il pouvait trouver, aussi insignifiantes ou subalternes fussent-elles. Il réparait les clôtures cassées, remettait en place les portes bancales et colmatait les trous dans les cloisons sèches. Le travail physique était une distraction bienvenue, qui lui permettait d'oublier le tumulte qui régnait dans sa tête. Mais la nuit, lorsque le travail était terminé et que Maya dormait, les pensées revenaient en force. Il s'asseyait dans le noir. L'image du visage de Catherine, marquée par la douleur et le regret, se rejouait dans son esprit. Il se disait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il avait protégé sa fierté, sa dignité, son petit monde soigneusement construit. Il avait refusé d'être un projet, un animal de compagnie pour un milliardaire solitaire. Mais s'il avait fait ce qu'il fallait, pourquoi avait-il l'impression d'avoir mal agi? Pourquoi l'atelier lui semblait-il si vide? Pourquoi ne cessait-il de jeter des coups d'œil vers la porte, s'attendant presque à la voir apparaître avec une boîte de beignets et un sourire coupable? Maya sentit elle aussi le changement. Elle était plus calme, plus réservée. Elle ne posait pas directement de questions sur la dame du pique-nique, mais ses dessins en étaient remplis. Des silhouettes schématiques représentant un homme, une petite fille et une femme aux longs cheveux flottants, toujours légèrement écartés les uns des autres, avec un espace visible entre eux. Un soir, alors qu'il la bordait dans son lit, elle leva vers lui ses grands yeux sérieux. « Tu es triste, papa ?» La question était si directe, si perspicace, qu'elle le prit au dépourvu. « Non, ma chérie », mentit-il en lui caressant les cheveux. « Je suis juste fatigué. Tu es triste parce que Catherine ne reviendra pas, n'est-ce pas ?» insista-t-elle d'une voix douce et complice. Liam eut la gorge serrée. Il ne pouvait pas lui mentir, pas à ce sujet. Il s'assit sur le bord de son lit et expira longuement. « Oui, ma puce, » admit-il d'une voix rauque. « Je crois que je le suis. Pourquoi l'as-tu fait partir ?» demanda-t-elle, le front plissé de confusion. « C'est compliqué, » répondit-il. « La réponse standard et inutile des adultes. Elle n'était pas honnête avec nous, mais elle t'apportait de la soupe quand tu étais triste. » Maya raisonnait avec la logique simple et profonde d'une enfant. « Et elle m'a aidé à dessiner. Et elle t'a fait rire. Parfois, les gens font des erreurs, papa. » Maman disait « C'est comme ça qu'on sait qu'ils sont réels. » Ces mots si simples et si sages lui transpercèrent le cœur. Il s'était tellement concentré sur le mensonge, sur ce qu'il percevait comme une atteinte à sa fierté, qu'il avait complètement perdu de vue l'essentiel. Il avait repoussé la seule personne qu'il avait vue, vraiment vue, depuis des années. La seule personne qui avait regardé sa vie brisée et désordonnée et y avait vu quelque chose de beau.
Il avait tellement peur d'être un projet qu'il n'avait pas vu qu'il était aussi un partenaire. Il embrassa Maya sur le front, le cœur envahi par un mélange de regret et d'une nouvelle lucidité. « Tu as raison, ma chérie », murmura-t-il. « Tu as tellement raison. » Il retourna dans le salon, un homme brisé par la sagesse d'une enfant de 7 ans. Il devait réparer cela, mais il ne savait pas comment. Le nouveau bureau de Catherine était l'incarnation même du luxe minimaliste. C'était un espace caverneux au 50e étage, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique à couper le souffle sur la ville dont elle était propriétaire. Le mobilier était élégant, moderne et extrêmement coûteux. Les œuvres d'art accrochées au mur étaient abstraites et émotionnellement stériles. Et au centre de tout cela, contre le mur du fond, se trouvait la bibliothèque. C'était la seule chose dans la pièce qui avait un peu de chaleur, un peu d'âme. C'était la seule chose qui était réelle. Elle passait ses journées dans ce bureau comme un fantôme dans sa propre vie. Elle faisait les choses machinalement, répondait aux appels, assistait à des réunions virtuelles, signait des documents d'une main qui semblait déconnectée de son corps. Elle était de retour dans son monde, le monde du pouvoir et du contrôle. Mais cela ressemblait plus que jamais à une prison. Son assistante, une jeune femme vive et efficace nommée Clara, l'observait avec une inquiétude grandissante. « Vous allez bien, mademoiselle Thorne ?» lui demanda-t-elle un après-midi d'une voix soigneusement neutre. « Vous semblez distante. »« Je vais bien, Clara, » répondit Catherine, le regard fixé sur la bibliothèque. « J'ai juste beaucoup de choses en tête. » Clara suivit son regard. « C'est une belle pièce, dit-elle. Le travail est incroyable. »« C'est vrai, » acquiesça Catherine, un sourire triste effleurant ses lèvres. Elle a été fabriquée par un homme qui comprend la valeur de l'honnêteté. Ce soir-là, après le départ de Clara, Catherine se retrouva devant la bibliothèque, ses doigts caressant le bois lisse et sombre. Elle pouvait presque le sentir, sa présence imprégnée dans le grain, dans les joints parfaits et sans faille. Elle l'avait repoussé par sa peur, par ses tentatives maladroites et mal avisées de créer un lien. Elle avait voulu quelque chose de réel, et lorsqu'elle l'avait trouvé, elle l'avait traité avec la même logique transactionnelle qu'elle appliquait à ses affaires. Elle avait été stupide. Elle sortit du tiroir de son bureau le dessin froissé représentant un oiseau bleu que Maya lui avait donné pour qu'elle ne se sente pas seule. Ces mots enfantins lui rappelaient constamment ce qu'elle avait perdu. Elle lissa le papier, le cœur lourd d'un regret si profond qu'il lui semblait physique. Elle devait faire quelque chose. Elle ne pouvait pas réparer ce qu'elle avait brisé par de simples excuses. Les mots ne suffisaient pas. Elle avait besoin d'un geste, quelque chose qui parlerait plus fort que ses excuses maladroites, quelque chose qui prouverait qu'elle avait appris sa leçon. Une idée commença à germer dans son esprit. Une idée folle, audacieuse et peut-être stupide. C'était un risque énorme qui pouvait se retourner contre elle de manière spectaculaire. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit renaître en elle une lueur de son ancienne détermination. Elle n'allait pas réparer cela avec de l'argent. Elle allait le réparer avec honnêteté. Une honnêteté bruyante, publique et terrifiante. La conférence de presse était prévue à 10 heures. La salle était bondée. Une foule de journalistes, de photographes et d'analystes du secteur, tous en effervescence. Catherine Thorne avait été absente pendant des mois, et son retour soudain et inattendu sur la scène publique avait provoqué une onde de choc dans le monde financier. Il s'attendait à une annonce concernant une nouvelle acquisition, une restructuration d'entreprise, un démenti des rumeurs qui avaient circulé au sujet de son absence. Il ne s'attendait pas à ce qui les attendait. Catherine s'est avancée vers le podium, non pas vêtue d'un de ses costumes stricts habituels, mais d'une robe noire simple et élégante. Elle semblait calme, sereine, mais il y avait une nouvelle lueur dans ses yeux, une clarté inébranlable. « Bonjour », a-t-elle commencé d'une voix claire et forte qui résonnait dans la salle silencieuse. « Je sais que ma disparition ces derniers mois a donné lieu à de nombreuses spéculations. En vérité, j'ai pris le temps de réévaluer non pas le portefeuille de l'entreprise, mais le mien. » Un murmure parcourut l'assemblée. Ce n'était pas le discours auquel il s'attendait depuis des années. Elle poursuivit. « J'ai toujours agi en partant du principe que le succès se mesure en marge bénéficiaire, en part de marché, en chiffres froids et concrets qui apparaissent dans les rapports trimestriels. Je me suis forgé une réputation de femme impitoyable, déterminée, qui obtient toujours ce qu'elle veut, et ce faisant, j'ai perdu de vue ce qui a vraiment de la valeur. » Elle fit une pause, balayant la salle du regard. « J'ai récemment rencontré un homme, un charpentier. C'est un artiste, un homme qui construit de belles choses, honnête, de ses mains. C'est aussi un père célibataire qui, selon les normes du monde, possède très peu.
mais c'est l'homme le plus riche que j'ai jamais connu, car il est intègre, il est fier de son travail, d'une fierté farouche et inébranlable. Et il aime sa fille d'un amour si profond, si absolu, qu'il pourrait alimenter toute la ville en énergie. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes, le visage empreint d'un mélange de confusion et d'incrédulité. « Cet homme, dit-elle d'une voix plus douce, m'a rappelé une vérité que j'avais oubliée depuis longtemps, que notre véritable valeur ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous construisons, non seulement avec de l'acier et du verre, mais aussi avec de la gentillesse, de l'empathie et de l'honnêteté. » Elle prit une profonde inspiration. À compter de ce jour, la Fondation Thorne va changer d'orientation. Nous lançons une nouvelle initiative, le Builder Fund, qui aura pour mission d'octroyer des subventions et des ressources aux artisans indépendants, aux artisans d'art et aux petites entreprises familiales. Ces personnes qui sont le véritable pilier de nos communautés, ces personnes que nous avons trop longtemps négligées. Elle regarda directement la caméra comme si elle s'adressait à un seul spectateur. « J'ai commis une erreur. J'ai trahi la confiance d'un homme bon parce que j'avais peur. Je me suis caché derrière mon argent parce que j'avais oublié comment être une personne. Et ceci est mon excuse, non seulement à lui, mais aussi à moi-même. Il est temps de recommencer à construire des choses qui comptent. » Sur ces mots, elle s'éloigna du podium, laissant derrière elle une salle remplie de journalistes stupéfaits et un message bien plus précieux que n'importe quel rapport boursier. C'était un message d'espoir, de rédemption et du pouvoir transformateur d'une vérité simple et honnête. Liam était dans l'atelier en train de poncer un plateau de table, le mouvement rythmique d'un confort familier, lorsque son téléphone vibra pour lui signaler un SMS d'un ami. « Mec, tu dois voir ça. » Un lien était joint. Il cliqua dessus, fronça les sourcils et regarda la conférence de presse sur son écran fissuré. Il regarda Catherine, la femme qu'il avait repoussée, se tenir devant le monde entier et mettre son âme à nu. Il l'entendit parler de lui, de son travail, de son amour pour Maya, et il ressentit une vague d'émotions si puissante qu'elle faillit le faire tomber. C'était un mélange de choc, de fierté et d'une profonde humilité qui le bouleversait. Elle ne s'était pas contentée de s'excuser. Elle avait changé tout son univers. Elle avait pris ses valeurs discrètes et privées et les avait transformées en sa nouvelle mission publique. Elle l'avait vu, tout entier, et au lieu d'avoir honte de sa vie simple et difficile, elle l'avait présenté au monde comme quelque chose d'admirable. Il s'effondra sur un tabouret à proximité, le téléphone tremblant dans sa main, la colère, la fierté, la peur qu'il avait maintenu isolé pendant si longtemps, tout cela venait de se dissoudre. Cela avait été remplacé par un sentiment qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis des années. L'espoir. Il devait aller la voir. Il ne savait pas ce qu'il allait dire, ni ce qu'il allait faire. Il savait juste qu'il devait être là. Il attrapa ses clés, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine, dans un rythme frénétique et joyeux. C'était un homme qui réparait les choses. Et il venait de réaliser que la chose la plus importante qu'il ait jamais brisée était son propre cœur, obstiné et craintif, et qu'il était temps de le recoller. Il ne la trouva pas dans sa tour de bureau étincelante, mais de retour au parc, assise sur leur banc. Elle était seule, regardant l'eau, les mains enfoncées dans les poches d'un simple manteau de laine. Le soleil se couchait, peignant le ciel de touches flamboyantes d'orange et de rose. Elle leva les yeux lorsqu'il s'approcha, son expression mêlant surprise et une profonde vulnérabilité fatiguée. « Tu as vu ?» dit-elle, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Il acquiesça, la gorge trop serrée pour parler. Il s'assit à côté d'elle, laissant un petit espace respectueux entre eux. Pendant longtemps, ils restèrent assis en silence, regardant le jour mourir. « C'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue, » dit-il finalement, la voix rauque d'émotion. Elle laissa échapper un soupir doux et tremblant. « Je ne sais pas si c'était courageux, » dit-elle. « C'était plutôt nécessaire. » « Le fonds pour la construction, » dit-il avec un petit sourire incrédule. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. »« Je sais, » dit-elle en se tournant vers lui, les yeux plongés dans les siens. « Mais je voulais le faire. Je voulais construire quelque chose dont tu serais fier. » Il regarda cette femme incroyable, impossible, qui avait bouleversé sa vie. Tout cela à cause d'une conversation sur un banc public. Le dernier de ses murs s'écroula. Il tendit la main vers elle et lui prit la main. Ses doigts s'étaient de froid, mais ils s'enroulèrent autour des siens dans une étreinte parfaite et confiante. « J'ai été idiot, » dit-il d'une voix basse et rauque. « J'avais tellement peur d'être blessé, que tu me quittes, que je t'ai repoussé. Je suis désolée, j'ai été idiote moi aussi, » dit-elle, la voix étranglée par les larmes.
J'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur que tu vois qui je suis vraiment, que je n'ai pas été honnête. Je suis désolé. » Les excuses flottaient dans l'air, telle une pluie purificatrice. « Alors, dit-il, un lent sourire plein d'espoir se dessinant sur son visage. Où allons-nous à partir de là ?» Catherine regarda leurs mains jointes, puis son visage, son expression reflétant son espoir. « Je ne sais pas, dit-elle, mais je pense que pour la première fois depuis très longtemps, j'aimerais construire quelque chose avec un partenaire. » Il lui serra la main, une promesse silencieuse passant entre eux. Le soleil avait disparu, mais le ciel était encore rougeoyant, d'un magnifique violet foncé. Les lumières de la ville commencèrent à scintiller, 1 million de petites étoiles dans une galaxie artificielle. Et sur un banc de parc usé, 2 âmes solitaires, un charpentier et une reine, trouvèrent enfin le chemin de leur foyer. Le premier projet du Builder Fund fut un atelier communautaire, un grand espace aéré, construit sur un terrain négligé à la lisière du quartier de Liam. C'était un endroit où les artisans locaux pouvaient louer des ateliers abordables, où les enfants pouvaient suivre des cours après l'école dans les domaines du travail du bois et de la poterie, où le pool, calme et créatif de la communauté, pouvait trouver un foyer. Liam, bien sûr, en était le cœur. Il dirigeait l'endroit non pas en tant que gestionnaire, mais en tant que mentor. Sa sagesse bourrue et patiente était une force motrice pour une nouvelle génération de constructeurs. Catherine en était le cerveau. Elle s'occupait de la logistique, du financement, de la paperasserie interminable. Son esprit vif et décisif étant désormais concentré sur la construction de communautés plutôt que de conglomérats. Ils formaient une équipe, un partenariat parfait et improbable. Leur vie, autrefois si distincte, avait fusionné pour former une nouvelle réalité magnifique, chaotique et profondément épanouissante. Le penthouse de Catherine avait été vendu, remplacé par une maison chaleureuse et confortable avec un grand jardin, à quelques pâtés de maisons de l'atelier. Le mobilier moderne et élégant avait disparu, remplacé par des meubles que Liam avait construits de ses propres mains. Chacun d'entre eux témoignait de leur histoire commune. Maya, bien sûr, était leur fils, le centre lumineux et joyeux de leur nouvel univers. Elle s'épanouissait dans l'environnement stable et aimant qu'ils avaient créé, son rire étant une mélodie constante et joyeuse dans leur maison. Un après-midi d'automne frais, 1 an après la conférence de presse, ils étaient tous les 3 dans l'atelier en train de mettre la touche finale à une nouvelle enseigne pour l'entrée. Maya, désormais une fillette de 8 ans pleine d'assurance, peignait soigneusement les lettres, la langue tirée en signe de concentration. Catherine ponçait les bords, ses mouvements désormais assurés et expérimentés. Liam perçait les trous pour les boulons de fixation. « Je pense que c'est prêt », annonça Maya en reculant pour admirer son travail. L'enseigne était simple, élégante, fabriquée à partir d'un seul et magnifique morceau de chêne recyclé. On pouvait y lire « L'atelier Thorne Morgan, construit avec cœur ». Catherine regarda Liam, les yeux brillants. « Qu'en penses-tu » Il regarda l'enseigne, puis sa fille, puis la femme qu'il aimait, et une vague de gratitude si profonde qu'elle en était presque douloureuse le submergea. « Je pense, dit-il, la voix chargée d'émotion, que c'est la plus belle chose que nous ayons jamais construite. » Il la serra dans ses bras, l'odeur de l'assure et du vernis, et son parfum familier et merveilleux envahissant ses sens. Il l'embrassa, un baiser profond et émouvant qui était une promesse, une célébration, un remerciement. Maya gloussa, se couvrant les yeux de ses mains, jetant un coup d'œil à travers ses doigts. « Burke, des trucs d'adulte, dit-elle. » Mais elle souriait. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient assis sous leur porche à regarder les étoiles apparaître, Catherine posa sa tête sur l'épaule de Liam. « Ça te manque parfois ?» demanda-t-il d'une voix grave dans le silence de la nuit. L'ancienne vie, le pouvoir, l'argent. Elle resta silencieuse un instant, puis secoua la tête. « Non, répondit-elle. J'ai tout ce que j'ai toujours voulu ici. » Il passa son bras autour d'elle et la serra contre lui. Ils restèrent assis là longtemps, 2 personnes issues de 2 mondes différents, qui avaient trouvé un nouveau monde ensemble. Un monde construit non pas sur ce qu'ils avaient, mais sur qui ils étaient. Un monde fondé sur la gentillesse, l'honnêteté et un amour aussi solide et réel que les belles choses honnêtes qu'ils avaient construites de leurs mains. C'était un amour enfin construit pour durer. Une sorte d'épilogue, un dernier instantané de leur vie magnifiquement fusionnée, survint 5 ans plus tard. C'était un samedi ensoleillé, une de ces journées parfaites de fin de printemps qui semblait être un cadeau. L'atelier communautaire bourdonnait d'une énergie joyeuse. C'était la présentation annuelle des élèves, et l'espace était rempli de parents fiers,
de voisins curieux et du bavardage joyeux et chaotique des enfants qui montraient leur création. Liam se frayait un chemin à travers la foule avec une assurance tranquille et décontractée, un sourire fier sur le visage, s'arrêtant pour admirer un nichoir bancal ou un pot aux couleurs vives. Ses tempes étaient désormais plus grises, les rides autour de ses yeux plus profondes, mais il semblait avoir 10 ans de moins que l'homme fatigué et en difficulté qui s'était assis sur ce banc public il y a tant d'années. Catherine se tenait près de la table des rafraîchissements, versant de la limonade dans des gobelets en papier, riant, en discutant avec un groupe de mères. Elle portait une simple robe d'été et ses cheveux étaient tressés de manière lâche et insouciante. Il n'y avait plus aucune trace de la PDG solitaire et réservée qu'elle avait été autrefois. Elle se déplaçait avec une grâce et une chaleur qui lui étaient impropres. Une femme qui était enfin complètement à l'aise dans sa peau. Maya, désormais une grande fille de 12 ans aux yeux brillants, était la guide officieuse de l'événement. Elle se déplaçait dans l'atelier avec l'assurance tranquille de son père et le charme naturel de sa mère, expliquant les différents projets aux visiteurs, la voix remplie d'une fierté profonde et contagieuse. À un moment donné, une journaliste locale, une jeune femme nouvellement arrivée en ville, s'approcha de Catherine, un carnet à la main. « Mademoiselle Thorne » a-t-elle commencé, la voix légèrement impressionnée. « C'est incroyable ce que vous avez construit ici. Puis-je vous demander ce qui vous a poussé à quitter votre ancienne vie pour vous lancer dans une telle aventure ?» Catherine a souri doucement, son regard parcourant la pièce bondée jusqu'à se poser sur Liam, qui aidait un petit garçon à réparer la jambe bancale d'un robot d'en bois. « Ce n'était pas une seule chose, répondit-elle d'une voix basse et joyeuse. C'était 1000 petites choses, mais tout avait commencé avec un sandwich. » La journaliste eut l'air perplexe. « Un sandwich ?» Catherine se contenta de sourire, une lueur secrète et joyeuse dans les yeux. « Le meilleur que je n'ai jamais mangé. » Plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres dorées sur le sol de l'atelier, ils se tinrent tous les trois près des grandes portes vitrées, regardant les derniers visiteurs partir. Liam enlaça Catherine et Maya et les serra fort dans ses bras. « Bonne journée » dit-il d'une voix satisfaite. « La meilleure » acquiesça Maya en appuyant sa tête contre sa poitrine. Catherine leva les yeux vers lui, son amour pour lui tangible dans son regard. « Tu sais » dit-elle d'une voix douce et enjouée, « j'ai toujours ce dessin, celui avec l'oiseau bleu. » Liam sourit. « J'ai toujours la boîte à musique. » Maya les regarda, un sourire malicieux sur les lèvres. « Et moi, annonça-t-elle, j'ai l'histoire, et c'est la meilleure de toutes. » Et elle avait raison. C'était l'histoire de deux mondes qui se rencontraient, de deux âmes solitaires qui se trouvaient, d'une famille construite non pas par le sang, mais par choix. C'était une histoire qui avait commencé par un sacrifice silencieux et désespéré sur un banc froid dans un parc et qui s'était terminée dans un monde de chaleur et de lumière, et par un amour aussi solide et beau que ce qu'ils avaient construit ensemble. C'était une histoire qui, en fin de compte, parlait du pouvoir extraordinaire et discret de construire une vie avec un cœur bon et honnête. Si l'espoir né de la plume de Maya vous a également touché, partagez-le, laissez vos commentaires et abonnez-vous pour suivre la suite de ce voyage. À bientôt dans la prochaine histoire, restez dans l'amour.